il faut avoir une autre personne qui est déjà dans Proof of Humanity qui va voucher, qui en gros va être une sorte de garant que tu existes vraiment. Et si jamais ta soumission est rejetée pour certains motifs, donc s'il pense que tu es un attaqueur, la personne qui a voté pour toi va être aussi retirée. D'accord. Donc l'idée, c'est que les attaques ne coûtent pas uniquement de l'argent, mais qu'elles coûtent aussi des profits utilisateurs. Donc maintenant, imagine qu'on ait quelqu'un qui soit capable de, aller une fois sur deux, réussir à passer un faux profil, ça ne posera pas de problème. Parce qu'une fois sur deux, il va rajouter un profil, une fois sur deux, il va perdre un profil, et donc le système reste sécurisé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Aujourd'hui, on reçoit Clément Lesage pour parler de Proof of Humanity. Bonjour Clément Lesage, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, je vais commencer par te laisser te présenter un petit peu, puis on continuera par la suite. Alors, je suis Clément Lesage et je suis un des cofondateurs de Kleros, qui est une cour décentralisée sur Ethereum pour smart contracts. D'accord. Et justement, on a eu un super épisode aussi de Kleros avec Jimmy Ragosa, qui, donc du coup, c'est l'épisode numéro 5. N'hésitez pas à aller voir un petit peu cet épisode avant de regarder celui-ci, vu qu'il y a quand même des bases de Kleros pour le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, justement, on va parler de Proof of Humanity. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est? Alors, Proof of Humanity, c'est un registre qui est Sybil résistant. Donc, l'idée de Sybil résistance, elle est liée au problème de Sybil attack, qui consiste pour une partie à faire de multiples comptes pour gagner un avantage sur le système. Donc, on pourrait par exemple, quelqu'un dans un forum qui ferait plein de comptes, qui se répondent les uns les autres pour faire croire que son opinion est en fait partagée par la plupart des membres. On a par exemple avec tous les airdrops où chaque utilisateur récupère une somme de tokens ou de n'importe quel type d'avantage. Donc pour airdrop, je parle de ça au sens large. Par exemple, ça peut être un mois de Amazon Prime gratuit pour chaque personne. C'est une sorte de airdrop. Comment est-ce qu'on évite qu'une personne fasse juste un nouveau compte pour avoir plus de airdrop et récupérer l'avantage? On a aussi avec, par exemple, Gitcoin, qui a le CLR matching, où l'idée, c'est de donner des grants au projet en fonction de ce que les autres personnes leur donnent en donation. Donc, par exemple, si on a le projet de Proof of Humanity qui va avoir 10 donateurs et que chaque donateur met allez, $1, Bitcoin va matcher en mettant peut-être $10. L'idée, c'est que la quantité de matching n'est pas proportionnelle à la quantité récoltée, mais qu'elle prend aussi en compte le nombre de personnes qui donnent. De telle sorte qu'une personne qui donne $4, ça va être équivalent à 2 personnes qui donnent $1. Donc maintenant, on voit tout de suite le problème de civil attack qu'on peut avoir. Si je veux donner $4, je pourrais me faire 4 comptes, chacun donnant $1, ce qui aboutirait à 2 fois plus de matching que si j'utilise mon compte unique. Donc là encore, il y a l'intérêt à être civil résistant. Ok, donc c'est vraiment pour un aspect de sécurité aussi. Ça permet de sécuriser un peu ce genre d'attaque civile dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne en fait, Proof of Humanity? Alors, on combine à la fois les éléments d'un TCR classique, c'est-à-dire un deposit pour avoir une incentive à ce que quelqu'un challenge les soumissions qui sont incorrectes, Mhm. et aussi le social watching, c'est-à-dire que pour être dans Proof of Humanity, il faut avoir une autre personne qui est déjà dans Proof of Humanity qui va watcher, qui en gros va être une sorte de garant que tu existes vraiment. Et si jamais ta soumission est rejetée pour certains motifs, donc s'il pense que tu es un attaqueur, la personne qui a voté pour toi va être aussi retirée. D'accord. Donc l'idée, c'est que les attaques ne coûtent pas uniquement de l'argent,
mais qu'elle coûte aussi des profils utilisateurs. Donc maintenant, imagine qu'on est quelqu'un qui soit capable de, aller une fois sur deux, réussir à passer un faux profil, ça ne posera pas de problème. Parce qu'une fois sur deux, il va rajouter un profil, une fois sur deux, il va perdre un profil, et donc le système reste sécurisé, même en ayant un taux de faux négatif inférieur à 50%. Donc, finalement, c'est pas sûr à 100% que tous les profils seront surveillés, mais par contre, comment dire, euh, s'il y a une erreur, entre guillemets, c'est pas très grave, quoi. Voilà, c'est qu'en moyenne, si quelqu'un sait attaquer le système, il va perdre des profils en moyenne. D'accord. Et en Euh, plus, il va perdre son de ses déposits. ok, ok. Du coup, en fait, bon, tu as déjà répondu pourquoi avoir développé ce produit. Euh, Pourquoi, en fait, c'est si important d'assurer qu'une personne est humaine dans cette mission, en fait, d'assurer la sécurité? Mais c'est pour éviter ce problème dont on a parlé précédemment, hein. Comment est-ce qu'on évite une personne qui va faire plein de faux comptes sur un forum? Par exemple, la proof of work, la proof Mhm. of stake sont eux aussi des systèmes anti-civils. Parce que dans l'idéal, ça serait une personne, euh, une chance de valider sur les réseaux, par exemple. Mais pourquoi est-ce que Satoshi ou même maintenant sur Ethereum, on va pas être à une personne, une chance d'être tiré au sort pour faire un bloc? C'est parce qu'on n'a jusqu'à présent pas vraiment de moyens très sécurisés de garantir qu'une personne n'a qu'un seul compte. Et donc c'est pour D'accord. ça qu'à départ, on a fait la preuve de travail où on vérifie la quantité de calcul qui a été effectuée, qui, elle, est civile résistante. Mais par contre, elle n'est pas une personne, une chance. Donc on se retrouve avec des systèmes qui sont plutôt déséquilibrés. On voit aussi donc, tout avec le système de farming où les gens peuvent déployer du capital et vont récupérer les tokens de nouveaux projets. Donc aussi ça marche, hein, c'est civil résistant, donc c'est la proof stake au sens large, mais c'est plutôt inégalitaire parce que ce sont ceux qui ont déjà le capital qui vont récupérer le capital qui est donné en yield farming. Et donc on pense que pour de nombreux projets, avoir une personne, une distribution et un mécanisme qui est beaucoup plus fair, juste euh, pour les utilisateurs. Yeah. Mhm. Donc, après, concrètement, Proof of Humanity, ça se passe donc vraiment comme un registre, si j'ai bien compris, où chaque personne va être identifiée, enfin, son adresse va être identifiée à la personne. Et donc, grâce à ça, en fait, on pourra, c'est vraiment cet aspect-là qui fait que on peut avoir confiance en cette adresse-là parce qu'elle est identifiée finalement. C'est ça, on a surtout confiance en ce que ce soit une vraie personne derrière. Après, qui sait, ça, c'est pas vraiment le problème. C'est pas un système de KYC ou voilà, le but, c'est pas de savoir qui tu es, c'est juste de savoir Mhm. que tu n'as pas pu mettre de multiples comptes. Pour s'enregistrer, tu vas faire une petite vidéo, tu mets ton adresse, tu dis voilà, que tu vas t'enregistrer à Pro Humanity. Mhm. Il faut trouver quelqu'un pour te watch, je peux te watch par exemple, tu vas mettre un petit deposit qui sert à être un reward si jamais quelqu'un trouve une submission qui est invalide. Et tu mets ton deposit, normalement tout se passera bien, et quelques jours après, tu vas récupérer ton deposit, tu vas pouvoir passer enregistré, et tu vas pouvoir accéder aux avantages d'être enregistré. Donc le premier de ces avantages, ça va être qu'il y a un token qui est le UBI, qui est distribué à toutes les personnes enregistrées à raison d'un par heure. Et donc tu vas pouvoir commencer à récupérer ce 1 UBI par heure. D'accord. On en reparlera encore après du UBI, très intéressant aussi. Et du coup, euh, tu es de base sur Kleros, tu es le CTO de Kleros. C'est quoi le lien entre Kleros et Proof of Humanity? Alors, donc, si jamais il y a un profil où quelqu'un le challenge, ça va aller à Kleros, ça va faire un litige Kleros. Et donc, la question, ça va être, est-ce que ce profil respecte les règles pour être ajouté ou est-ce que il a fait une erreur, donc il ne satisfait pas les règles, ou est-ce que c'est un duplicate, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà enregistré, est-ce que ce serait pas un faux, par exemple, une sorte de vidéo faite par ordinateur pour essayer de faire des faux profils.
Et donc, pour tout ça, il y a besoin d'une intervention humaine. Et c'est là où on a Kleros, qui va donc résoudre les litiges sur la validité des soumissions de profil. D'accord. Kleros, voilà, on a fait le Proof of Humanity au début. Il y a des gens de Democracy Earth qui ont fait le UBI. Mais maintenant, on a aussi le DAO de Proof of Humanity, qui est une personne, un vote, donc une personne enregistrée, un droit de vote, et qui va prendre la relève pour continuer les développements de Proof of Humanity et le système sous-jacent. D'accord. D'ailleurs, ouais, je reviendrai dessus, mais Democracy.earth, du coup, c'est pas un projet de Kleros, c'est quelque chose de différent. C'est une équipe complètement différente, en fait. D'accord, ok. Ok, ok. On y reviendra après. Euh, Jimmy Ragosa nous avait parlé dans l'épisode précédent, du coup, du PDG de GitConference il n'était pas face dans sa vidéo pendant l'inscription. Du coup, comment ça a fini cette histoire? Kevin. Oui, donc finalement, Kevin n'a pas été accepté. D'accord. Euh, pour voilà, donner une idée comment dire, de la motivation des challengers. Et un des challengers a fait une vidéo où il allait dans la rue en mettant plein de têtes. Et il a demandé quelles sont les têtes qui font face à la caméra. Et a priori, la plupart des gens n'incluaient pas Kevin dans les réponses. Parce que là, en l'occurrence, c'était une question d'interprétation qui est qu'est-ce que c'est que faire face? Est-ce que là, je fais face? Je dirais oui. Est-ce que là, je fais face? Non. Là, clairement pas. Voilà, il y a une petite interprétation. Après, c'est pas juste pour être pointilleux ou embêtant, c'est que si les gens ne font pas face, ça va être plus difficile pour essayer de matcher différents profils pour essayer de trouver des dupliqués. Donc, voilà, c'est une règle qui a un sens pour éviter les attaques. Ouais. D'accord. Ouais, ça nous avait fait un peu rire, du coup, donc, ok. Donc finalement, ça a pas marché, quoi. Puis, ouais, c'était une vidéo d'1 heure où il a interviewé, en fait, les gens. Non, Ouais, j'ai c'était vu ça, marrant. ouais. Du coup, est-ce que Parce que c'est pas dès qu'il y a des possible? assets en jeu, forcément, les personnes, elles vont être motivées à les récupérer, ces assets. Et donc Hmm. là, si sur Power Humanity, il y a des deposits qui peuvent être récupérés si on trouve des soumissions qui sont incorrectes, il y a tout un écosystème de challengers qui se met en place avec des personnes qui vont regarder les vidéos, peut-être parfois toutes. Après, je suppose on a un set de personnes qui va regarder une partie, d'autres qui vont regarder une partie. Donc il y Hmm. aura plus ou moins une chance aléatoire pour chaque vidéo d'être revue par des personnes qui peuvent potentiellement les challenger. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système qui marche avec des incentives économiques. On va dire dans le web classique, on aurait pris une sorte c'est pas vraiment un call center parce que c'est pas des calls, mais voilà, on aurait des workers qui iraient faire les vérifications de sécurité, tandis que là, en fait, tout est crowdsourcé. Et donc tout est crowdsourcé. Et surtout, on est en fait dans je dirais qu'il y a du permissionless work. C'est-à-dire que tu vas travailler et il n'y a pas d'employeur, il n'y a, Hmm. y a pas de CV, il n'y a pas de quelqu'un qui t'admet ou qui te rejecte. Et tu vas être payé uniquement à ce que tu réussis à récupérer en déposit, donc en trouvant des profits qui sont invalides. Après, peut-être que pour l'instant, c'est pas ça va peut-être pas suffire comme job, mais je pense que pour certaines personnes, en regardant toutes les opportunités dans le Web3, il y a moyen d'être une sorte de Web3 travailleur indépendant qui va aller euh, s'assurer que les protocoles marchent et récupérer des bonus quand il trouve des fautes et des opportunités dans ces protocoles. Ouais. D'ailleurs, juste pour définir un petit peu le Web 3.0, pardon, enfin, moi, je le définis comme un web accessible. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux le définir autrement? Alors, il y a des gens qui ont des définitions différentes, mais moi, quand je parle de Web3, je parle voilà, des applications décentralisées Hmm. qui vont, bien sûr, c'est progressif, hein, mais qui vont être runnées sur IPFS, où on n'a pas une compagnie qui, derrière, va opérer l'application. Donc là, par exemple, sur Proof of Humanity, c'est pas Kleros qui va opérer Proof of Humanity. Voilà, on met un front-end, mais derrière ça, c'est de la blockchain, c'est de l'IPFS.
Ce sont des gens crowdsourcés qui font marcher le système. Et donc, pour moi, le Web3, c'est ça. On passe d'une compagnie centralisée qui possède le front-end et toute la stack à des systèmes qui sont ouverts où n'importe qui peut contribuer et n'importe qui peut hoster les front-ends, n'importe qui peut travailler pour que le système marche. Voilà, je pense que c'est la grande différence entre le Web 2 et le Web 3. Ok, ok. Et pour revenir du coup à la validation du Proof of Humanity, enfin des profils plutôt, comme tu disais, c'est pas très grave, donc là pour le coup que tout le monde ne vérifie pas les profils. Enfin, ça peut arriver que tout le monde ne vérifie pas les profils et finalement ça valider un profil qui ne devrait pas l'être, c'est possible du coup ça. Voilà, Mais en fait, les profils sont validés par défaut. Si personne ne les challenge, ils vont être validés automatiquement. ouais, ok, ok. Mais du coup, ça, c'est pas du coup du tout grave par rapport à ce que tu disais par rapport à la taxe civile. C'est quelque chose, à terme, c'est plutôt perdant. Le fait d'associer son adresse à son profil, est-ce que ça pose pas des problèmes de sécurité aussi? Parce que finalement, enfin, on enlève le côté anonymat de l'adresse. Oui, mais dans l'idéal, d'ailleurs, si tu regardes mon adresse, tu verras, c'est fondé par ton Adocash et tu ne peux pas en récupérer beaucoup d'informations. Donc, avoir son adresse, une adresse qui est liée à un profil, tout dépend de ce que tu fais avec cette adresse. Donc, dans l'idéal, on pourrait avoir un système où, à partir de ton adresse publique, tu pourrais avoir une adresse qui est privée, mais qu'une seule. C'est-à-dire que tu devrais toujours t'enregistrer à Pro of Humanity, mais ensuite, tu pourras avoir une adresse qui est validée, mais qui n'a pas de lien avec l'adresse que tu as utilisée pour t'enregistrer. Ça demande un peu de développement technique, mais d'un point de vue scientifique, c'est faisable. C'est un peu, en gros, ce serait un peu le tornado cache de Pro of Humanity, si tu veux avoir une idée de à quoi comparer ce que ça pourrait être. Donc, on peut résoudre ces problèmes au niveau 2. On a différentes philosophies de la privacy. On a parfois des systèmes qui sont private by default, comme ce qu'on pourrait voir à Zcash par exemple. Et après, on a des systèmes qui sont plus généralistes et qui essaient de déployer plus rapidement et qui vont avoir la privacy comme une amélioration, une feature de second niveau, comme Ethereum, Pro Humanity. Sur Ethereum, par défaut, c'est public. Mais ensuite, on peut faire des transactions de type Zcash si on veut éviter de lier les différentes adresses. Et justement, dans Atomcache, si je ne dis pas de bêtises, mais pour simplifier, c'est un protocole qui permet d'anonymiser un peu la transaction, enfin pas la transaction, l'adresse. Et c'est vrai que vous le conseillez un petit peu aussi quand on crée un compte. Il me semble que vous parlez de Tornado-Cache, de créer une autre adresse aussi. Ok. Ouais, il faut éviter de mettre en fait son adresse où on a nos millions de TH quand même, quoi. C'est ça, à moins que les gens veulent se la péter. Mais généralement, les gens essayent tout. Les gens qui ont de la crypto essayent de plutôt faire profil bas. Ok, ok. Et du coup, quels sont. Enfin, j'ai vu passer quelque chose comme des vouchs, ils étaient gratuits maintenant, enfin gratuits, façon de parler, qu'il n'y a pas de frais de Ah, transaction dessus. gasless. Ouais. Ouais, voilà. Là, on Et, utilise une signature plutôt qu'une transaction. Ouais. ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler, nous parler un peu des mises à jour qu'il y a actuellement et puis ce qui est prévu peut-être prochainement sur Proof of Humanity? Donc voilà, donc il y a les gasless vouch où on peut signer plutôt que d'avoir une transaction qui va coûter du gaz. Donc on économise du gaz de ce côté-là. Et au début, la coopérative subventionnait un peu le gaz, en gros en passant les gens certaines étapes. Le Pro Humanity nécessite d'avoir des appels à smart contract. Mais voilà, vu que la quantité de monde qui s'enregistrait devenait élevée, ça aurait un peu impacté les finances de la coopérative. Et donc voilà, là on économise sur le gaz et on a un système de paid forward, c'est-à-dire que les personnes qui utilisent Proof of Humanity au début vont être passées dans un state particulier grâce
à quelqu'un qui va passer dans un state après. Donc, en gros, celui qui s'enregistre va aussi, dans la même transaction, passer des gens en pending. Et ensuite, ces gens en pending, quand ils vont s'enregistrer, ils vont aussi en passer les nouveaux en pending. Donc, l'idée, c'est que tout fonctionne tout seul sans avoir besoin d'une subvention de gaz relativement élevée. Oui, là, quand on voit ces problèmes de gaz, il faudra à un moment ou à un autre avoir une version sur une rollup ou un L2 pour être plus accessible. Parce que, OK, bon, là, on monté la gaz limite, donc on a un peu de répit, mais voilà, le gaz est très élevé et continue de croître. Et il va sûrement croître aussi avec les L2 qui, en fait, dépensent un peu de gaz. Oui, je disais, oui, voilà, je pense que dans le futur, la majorité des transactions se feront sur des layer 2 de type rollup, avec le layer 1 qui servira en gros uniquement à empêcher des acteurs malicieux d'attaquer les L2. Donc en fait, on pourrait voir ce L1 comme une sorte de cour computationnelle, complètement différent de Kleros, parce que ça c'est une cour computationnelle qui est objective, c'est-à-dire qu'on peut objectivement mettre une preuve, faire une preuve que quelqu'un a tenté de faire exécuter des transactions incorrectes sur le L2. Et c'est sur ça qu'on va aller. Mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, là, on a l'adoption qui rattrape la technologie. Et donc, au début, dans l'écosystème blockchain, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'on ait l'adoption qui rattrape la technologie. Donc, le gaz était toujours pas cher. Voilà, sur Bitcoin, on pouvait faire des transactions pour presque rien. Et là, on a eu, la dernière fois, c'était CryptoKitty sur Ethereum. On a eu des blocs full sur Bitcoin. Voilà, on entre dans une ère où on a la technologie qui fait ça et parfois l'adoption elle arrive et fait hop pouf et après en fait elle est un peu bloquée par la technologie qui est pas encore là et hop et pouf elle est bloquée. Donc là en ce moment l'adoption elle est un peu bloquée par la technologie, mais avec les L2 qui vont sortir, je suis plutôt optimiste sur est-ce que ça va être résolu. Je pense que oui, ça va être résolu avec les L2 et Ethereum 2.0, on aura du sharding, sachant que voilà, ces différentes méthodes, elles sont pas exclusives, mais qu'elles sont cumulatives, enfin, qu'elles sont même multiplicatives. Donc, si on a des roll-ups sur une chaîne shardée, normalement, on est bon jusqu'à ce que la Terre elle soit remplie d'utilisateurs crypto. Et d'ailleurs, tu parles des L2, des rollups, tu penses à des protocoles particuliers pour Fibonacci? Parce que je sais que du coup, Oui, on a regardé Keras, Optimism. ouais. Après, on peut être sur des L2 qui sont avec des. Voilà. Après, il y a les sidechains aussi, qui sont moins sécurisés, mais qui sont déjà là. Mais oui, dans l'idéal, c'est d'avoir des rollups qui ont des sanctions de sécurité qui sont similaires à celles du L1, où voilà, il y a quelques acteurs qui peuvent mal se comporter, mais ça va juste comment dire, delay, ça va juste retarder certaines exécutions, mais ça ne va pas créer d'exécutions malicieuses. Donc tout ça, ça permettra donc de mettre nos dépôts sans frais de transaction trop élevés, pour pouvoir les retirer simplement, puis donc faciliter l'inscription sur Proof of Humanity. C'est ça, et puis ça ouvre aussi des use cases qui sont non financiers. Par exemple, sur Keros, si on veut faire la modération de contenu, à l'heure actuelle, avec le gaz, on fait pas de contenu, on modère pas du contenu sur une blockchain, enfin, à part du contenu à valeur très élevée, mais pas un forum, par exemple. Maintenant, si on fait baisser ces prix, en fait, on ouvre de nouveaux cas d'utilisation en ayant des TX fees très faibles. Ouais. Ok. Du coup, je voudrais partir maintenant sur le UBI et la DAO. Donc, c'est aussi quelque chose qui découle de Proof of Humanity. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on s'inscrit, on peut avoir on reçoit un UBI. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est et son utilité? Alors, c'est un token qui est émis 1 UBI par heure à toutes les personnes qui sont inscrites. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va être la distribution, je dirais, qui est la plus équitable. Parce qu'on a, voilà, donc c'est Bitcoin et Ethereum qui, non seulement quand il y a plus d'utilisateurs, quand à des parties plus avancées, ils donnent moins de jetons, et en plus, il y a plus de personnes qui les récupèrent.
Donc ça, c'est très bien si on veut spéculer sur le prix parce qu'on a un supply qui est faible et qui se raréfie avec le temps. Par contre, ça donne pas des assets stables. Et là, l'idée avec Probability, c'est de faire l'inverse, c'est de se dire que on émet un UBI par personne. Donc, s'il y a plus de personnes, il y a plus de UBI. S'il y a moins de personnes, il y a moins de UBI. Et donc, ça devrait être un token qui pourrait être plus stable et qui ait une répartition plus équitable aussi. Donc, c'est l'idée qu'il y a derrière le token de UBI. Et c'est lié au DAO de Pro-Humanity, où là, c'est un peu ambitieux, mais c'est de faire un DAO avec tout le monde dans ce DAO, qui peut, au début, s'agir pour Humanity, mais ensuite, ça pourrait gérer n'importe quel type d'assets et de biens publics qui sont importants pour l'ensemble de l'humanité. Ok. Et donc, contrairement à beaucoup de tokens, ce UBI n'est pas du tout spéculatif. Il est c'est pas du tout spéculatif vu qu'il n'y a pas de supply limité. Et puis, en particulier, c'est quoi les utilisations qu'on pourra faire avec ce token? Alors, ça peut être le plus simple, ce serait par exemple d'avoir un token de paiement. L'idée, c'est de se dire que si jamais il devait y avoir un instrument de paiement que tout le monde aimerait utiliser, c'est probablement un instrument de paiement que tout le monde en reçoit. Moi, j'ai pas forcément envie d'utiliser du dollar parce que j'en reçois pas. Moi, ok, j'ai envie d'utiliser de l'Ether parce que voilà, je vais staker les Ethers. Et voilà. Donc, je peux avoir intérêt à staker l'Ether. Par contre, les autres personnes qui n'ont pas d'Ether, qui ont dû en acheter, qui n'en ont pas beaucoup, ils n'ont pas intérêt à ce que le système de paiement mondial devienne de l'Ether. Tandis que là, le but, c'est d'avoir un token qui a une émission la plus juste possible, et donc où il y a la plus grande quantité de personnes qui a une incentive à le choisir comme étant le token de transaction, parce que ils en ont déjà, et donc ils ont intérêt à ce que, vu qu'ils en ont déjà, et vu qu'ils ont un stream régulier de ces tokens, ils ont intérêt à ce que ça devienne le token de paiement utilisé. Ok. Et du coup, comment cette valeur elle peut être aussi garantie? Comment le UBI peut garder sa valeur par rapport à d'autres cryptos Alors, si c'est un système de paiement, dans ce cas-là, c'est juste une valeur qui est de paiement, une valeur monétaire. On peut aussi regarder d'autres types de mécanismes, par exemple avoir des applications qui demandent de brûler de l'UBI pour faire telle ou telle opération. On a proposé des systèmes de réputation où tu pourrais donner des plus ou donner des moins à des personnes en brûlant le UBI. Et ça peut aussi être quadratique, de la sorte à ce que s'il y a beaucoup de personnes qui brûlent un peu de UBI vers quelqu'un, ça lui donne une réputation plus forte que s'il n'y en a qu'un seul qui brûle beaucoup d'UBI vers une personne. Donc ça peut être des systèmes de feedback et comment dire ça. En gros, un peu les petites étoiles, tu vois, que tu peux voir dans certains sites. Le problème, c'est que dans ces systèmes, généralement, les gens ils mettent une étoile ou ils mettent 5 étoiles parce que ça leur coûte pas grand-chose de mettre des très bons ou des très mauvais scores. Maintenant, si ça leur coûte un petit peu, ne serait-ce que quelques centimes, on va récupérer un scoring qui va être plus, qui va être un peu plus modulé, un peu plus fin. Et donc, ça peut avoir des intérêts pour l'évaluation de différents services. Il y a plein de use cases où on a besoin en fait de brûler un token. Et donc souvent, ça va être des projets qui mettent leur token et qui, du fait, ils vont brûler leur propre token parce que c'est ça qui va faire monter la valeur de leur token. Maintenant, si on veut avoir ces mêmes systèmes en tant que bien commun, on peut brûler un token en fait, qui est distribué équitablement à tout le monde à la place. D'accord. Ouais, non, c'est super intéressant. Donc, c'est vraiment un revenu universel, en fait. En fait, c'est vraiment ça parce que je connaissais plusieurs projets qui avaient commencé à débuter à faire un revenu universel. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est assez propre et il y a un vrai potentiel d'utilisation. Donc, c'est plutôt bien. Est-ce qu'il y a aussi une importance, est-ce que c'était quelque chose d'important de créer ce UBI pour la community? Au moins pour avoir un premier cas d'usage, parce que si
on fait un registre et les gens n'ont rien à gagner à s'enregistrer. Ils ont moins d'intérêt à s'enregistrer. Donc, c'est déjà plutôt un succès, hein, vu la quantité. On a plus de 3000 soumissions. Donc, oui, voilà. Donner de l'argent aux gens, généralement, ça marche pour les intéresser, hein. Donc, ça a bien marché, on va dire. Ouais, bah d'ailleurs, si j'ai pas dit de bêtises, il y a plus de 3000 personnes qui se sont inscrites sur Profunity dernièrement. Donc enfin, quand Jimmy Ragosa était venu, on était à 1000. Donc en l'espace de 2 semaines. Euh, il y a un petit pump sur ça, c'est cool. Voilà, et Euh, puis les gens, ils ont toujours beaucoup de mal à avoir des badges, mais à chaque fois, on leur dit, mais plus il y a de gens qui sont enregistrés, plus ce sera facile de trouver quelqu'un que tu connais qui pourra te vouch. Donc, la une communauté sorte s'est de un petit peu vouch organisée. crisis, parce que voilà, la croissance, elle est trop forte. Ouais, c'est La vrai. croissance relative, hein, c'est donc la croissance en nombre de soumissions par rapport au nombre de personnes enregistrées. Mhm. Et puis j'avais vu aussi la communauté s'est un peu organisée pour faire des vouchs un peu partout, quoi, pour faciliter ça. Ouais. Ça peut être un peu dangereux, hein, ça, de voter sur des gens qu'on ne connaît pas vraiment. Ouais, Parce que si tu votes pour quelqu'un, et ben, cette personne peut essayer de faire des faux comptes, et dans ce cas-là, tu peux te retrouver désenregistré. ouais. Donc, OK, au début, il y a pas trop d'attaquants, donc ça va. Mais idéalement, il faudrait uniquement voter pour les gens qu'on a vus en physique, les amis, la famille et tout ça. Ouais, ça a évité donc oui bah de toute façon c'est ça au départ l'intérêt du vouch donc c'est de connaître la personne et de dire bah c'est bon je suis garant il y a aucun souci il peut venir quoi. C'est ça. Euh, ok. Et puis du coup pour la DAO aussi c'est quoi son objectif et comment elle va s'implanter c'est quoi comment Donc, c'est une DAO, une personne a un droit de vote. Hmm. Après, les objectifs qu'elle va se fixer, c'est au genre de la DAO de fixer les objectifs. Mais voilà, il a un but d'être à la fois lié à Prove Humanity au début, mais à la fois un but un peu plus universel parce que c'est l'idée d'avoir une DAO où tout le monde peut faire partie de ce DAO. Hmm. Donc, on pourrait voir des projets d'ampleur plus grande être lancés par ce DAO. Oui donc en fait on pourra proposer n'importe quel projet enfin c'est vraiment ouvert quoi. Voilà, donc le DAO a une partie d'un supply initial de UBI, donc il a un peu de funding. Donc d'ailleurs, il essaie de recruter un product manager, community organizer et aussi un dev. Euh, donc voilà, c'est une application dans le sens réponse à une offre d'emploi décentralisée où c'est le DAO qui va pouvoir accepter d'ajouter des travailleurs. Euh, Ouais, donc ça c'est intéressant de voir ces différents mécanismes de travail où on ne travaille plus vers un boss en particulier, mais pour une organisation qui est beaucoup plus ouverte. Avec toutes il y a aussi des difficultés, hein, parce que quand on a une entreprise avec une structure voilà, hiérarchique, pyramidale, c'est on sait à qui il faut poser la question, on sait qui peut décider. Maintenant, si on est sur un DAO, il y a aussi d'autres challenges qui arrivent où il n'y a pas vraiment un décideur, comment est-ce qu'on fait pour recruter comment est-ce qu'on fait pour recruter des gens, donc qui peut avoir les compétences. Donc ici, on va avoir des gens de Prove Humanity et de Keros qui vont donner du moins des recommandations sur les différents candidats. Donc voilà, il y a plein de choses à essayer à tester, hein. On est vraiment sur des projets qui sont assez expérimentaux sur certains points, mais assez ambitieux aussi. Ok, ok. Donc, ouais, finalement, à terme, c'est vraiment une organisation de type entreprise, mais décentralisée, qui pourra embaucher, qui pourra faire plein de choses, quoi. Ok, ok. Bah, écoute, nous, on arrive un petit peu à la fin de notre podcast. J'aurais une dernière question à te poser. C'est une question qu'on pose à tout le monde. C'est une question du genre. Comment faire nos propres recherches? Donc un peu plus général. Donc pour toi, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent pour faire ses propres recherches sur un projet, sur un peu tout en fait. Quand il y a un papier, c'est intéressant de le lire. Généralement, en fait, le meilleur indicateur, c'est le code, mais le code, faut être un dev, hein.
Donc là, il y a plein d'opportunités de farming. Voilà, je vais jamais mettre de l'argent dans un truc comme ça. YOLO, hein, je vais toujours regarder le code. Est-ce qu'il y a pas une sorte d'adresse ou de multisite qui peut voler l'argent ou tout ce genre de choses. Donc oui, bah, le code, c'est ce qui est le plus important généralement. Mais pour ça, il faut soit être un dev ou soit connaître des devs. Donc demander à des devs. Après, ça dépend aussi de la quantité d'assets qui va être mis en jeu, hein. Si jamais tu veux mettre 1 000 $, forcément, tu vas pas passer autant de temps parce que la valeur de ton temps va être significative par rapport au gain de sécurité. Il y a aussi souvent, si ça paraît trop pour être vrai, c'est souvent faux, mais c'est souvent, pas toujours. Parfois, il y a eu des trucs avec YFI ou YAM, où voilà, tu pouvais juste mettre de l'argent farmé avec des taux d'intérêt complètement hallucinants, hein, de l'ordre voilà, du plus de 1000% par an. Donc ça ne dure pas une année, évidemment, hein, mais du moins pour quelques jours. Donc avec la crazy yield farming, ça devient plus difficile de dire aux gens ouais, c'est trop haut pour être vrai, c'est que c'est faux, parce que parfois c'est effectivement vrai, mais ça ne dure pas longtemps, parce que voilà, les marchés, ils sont plus ou moins efficients. Donc s'il y a des opportunités qui sont si intéressantes que ça, ben, il y a d'autres personnes qui vont venir et ça va diluer les rewards de farming. Regardez aussi voilà, tous les gens qui ont disparu avec le bear market et qui sont revenus magiquement avec le bull market. Généralement, je dirais être relativement circonspect sur les projets de ce genre de personnes parce qu'on voit qu'ils sont plus intéressés par essayer de se faire de l'argent rapidement plutôt que de produire des écosystèmes qui sont intéressants et innovateurs et qui vont, je pense, changer la façon dont les gens interagissent de façon économique. Aussi, voilà, s'intéresser à l'économie. On voit l'économie, l'économie, théorie des jeux, les incentives. On voit beaucoup de projets qui vont juste assumer que les gens vont être honnêtes, alors que bah non. Là, d'ailleurs, en ce moment, je lis Radical Market, qui est très intéressant, où on voit que les économies qui sont basées sur la réputation, ça marche à petite échelle. Donc, si on est dans le village et qu'on est à 100 habitants et que quelqu'un se comporte mal, ça va être su dans le village. Donc, voilà, il n'a pas intérêt à se comporter mal et le village va savoir qu'il se comporte mal. Maintenant, quand on est dans une économie globalisée et qu'on interagit avec des gens qui sont anonymes ou dont on n'a pas beaucoup d'informations dessus, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un système qui repose sur la confiance en ce que les personnes vont agir de façon correcte. Donc ça doit être remplacé plutôt par voilà, des mécanismes de marché, des mécanismes d'incentive. Et on voit beaucoup de projets qui, en fait, voilà, pensent que juste les gens ils vont être honnêtes. Maintenant, s'il y a, voilà, par exemple, des smil attaques, hein, par exemple, on a vu sur ces systèmes de vote pour afficher différents articles, voilà, où on pouvait loquer les tokens. Et en pratique, qu'est-ce qui arrive c'est que les gens qui veulent avoir leur article affiché, ils vont donner des pots de vin à ceux qui ont les tokens pour qu'ils affichent leurs articles. Et les gens, ils vont pas juste loquer les tokens sur les articles qui eux-mêmes trouvent bons de façon complètement altruiste. Une bonne partie, ils vont juste loquer là où les gens les payent. Donc voilà, je pense que voilà, se souvenir des systèmes d'incentives, est-ce que les incentives sont alignés ou pas? Est-ce que l'équipe a l'air d'être sérieuse ou est-ce que c'est juste des gens qui arrivent avec les boules et qui partent avec les bières et voir le code, ce qui est le meilleur indicateur, mais qui est relativement technique. Ok. Ouais, non, pas mal de super bons conseils, je trouve. Et puis, ouais, la théorie des jeux, t'as peut-être. Est-ce que tu as une référence, un petit quelque chose pour les gens qui connaissent pas, pour découvrir? J'ai pas vraiment de référence, mais par exemple, aller juste taper théorie des jeux sur Wikipédia, voir ce que c'est que des dilemmes du prisonnier, Ouais. le stag and the deer, oui, voilà, le stag hunt. Regardez voilà, des jeux de théorie des jeux assez basiques. En fait, c'est intéressant parce que voilà, ça te forme ton cerveau à penser en termes d'incentive, qui est, OK, si telle partie fait telle action, telle autre partie fait telle action, on va avoir ce reward ou cette pénalité. Donc, c'est de penser comment est-ce que les gens vont réagir.
voilà, après, effectivement, tu peux tu peux faire un PhD en théorie des jeux, mais pour on va dire l'investisseur lambda, c'est pas ça. C'est juste essayer d'avoir cet esprit de penser aux incentives et leur impact sur les behaviors, sur comment les gens se comportent. Ok, ok. Bah, c'est super intéressant. Bah écoute, merci beaucoup Clément. N'hésitez pas donc à suivre vraiment Cléros, mon Proof of Humanity, puis Clément sur tous les réseaux, il y aura tous les liens en description. Et encore merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir expliqué un peu ce qu'est Proof of Humanity et tout. Merci d'organiser tout ça, Alex. Un grand merci à vous pour avoir écouté notre émission. On se retrouve la semaine prochaine sur nos podcasts. N'hésitez pas à suivre Cryptosphère sur nos réseaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, pour suivre un peu ce qu'on fait à côté, nos Crypto Nights, nos Crypto Papers. Et sur ce, à la semaine prochaine.